Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Eh bien, mes très chers enchanteurs, on revient en live pour la deuxième partie de cette magnifique émission, en compagnie donc de Maggie, de son invité mystère. Et là, ça va être autour d'un univers très spécifique, donc je fais de gros bisous et bonne suite d'émission. Merci beaucoup, Alina. Bonsoir, chers auditeurs et auditrices. J'espère que vous avez apprécié ces 2 pièces de musique. C'est toujours une joie pour moi de choisir ces pièces-là. Et une d'entre elles, justement, a été proposée par mon invité mystère. On va vous dévoiler ça dans les prochaines minutes. Donc, qui dit fin de saison radiophonique nous amène à réfléchir à des manières encore de vous combler. Et donc, j'ai la grande joie d'habiter avec un pratiquant en alchimie. Et ça me titillait depuis un bon moment de lui donner, offrir un espace pour pouvoir s'exprimer au travers de sa pratique spirituelle et pratique usuelle, on pourrait dire, dans la matière. Et donc, je lui avais proposé de peut-être faire partie un peu de l'émission, d'avoir une chronique d'une vingtaine de minutes. On verra comment que ça va se passer rendu à notre 3e saison. Mais quoi qu'il en soit, cette proposition lui a plu. Et donc, j'avais très envie qu'on prenne un temps pour bien accueillir cette personne qui sera là pour la 3e saison. Donc, je vous présente Mo Masaya. C'est un artiste multidisciplinaire, donc qui est artiste au niveau des dessins, de la peinture également. Pratique est tatoueur au travers de ça, de ses talents au niveau de l'image. C'est aussi un artiste, un guitariste accompli qui a fait partie de plusieurs projets musicaux et fait partie présentement d'un projet qui s'appelle Sublimation Mortis. Donc, il explore avec son comparse de la musique ambiante. Il va pouvoir vous en parler un peu plus lui-même, peut-être, au courant de cette 2e heure. Mais tout ça pour vous dépeindre un peu rapidement ce premier portrait de cet être humain que je chéris beaucoup et qui sera avec nous aujourd'hui et pour la prochaine saison. Donc, mais voilà, dévoilons sa voix. Mon Masaya, bienvenue. Merci beaucoup de l'invitation. Je tiens à remercier l'équipe aussi pour cette belle occasion de pouvoir m'exprimer parmi vous. Très reconnaissant de tout ça. Ben, écoute, merci à toi d'avoir dit oui. J'étais quand même... on va se permettre de se tutoyer quand même, hein? On habite ensemble. Donc, on peut permettre de se tutoyer. Donc, mais c'est ça, ça fait quelques semaines, quelques mois que j'ai semé cette idée peut-être de te donner l'espace de parler de cette passion que tu portes au niveau de l'alchimie. Et donc, ma première question, en fait, ce serait de savoir, c'est ça, on parle d'alchimie, mais est-ce que tu peux nous parler de ton parcours alchimique, peut-être, ce que l'alchimie est pour toi? On commençait par ça, je pense. Ce que l'alchimie est pour moi, je pourrais définir ça comme un moyen d'épurer la matière, la nature qui nous entoure, afin de révéler les parties subtiles. Tout ça amène un changement au niveau de la vision, la perception de la nature qui nous entoure, et il y a un aspect très animique au travers de l'alchimie. Donc, tout ça amène à percevoir mieux l'esprit et l'âme de la nature qui nous entoure. Ça l'apporte aussi à révéler la beauté cachée au travers des choses.
Fait que pour moi, c'est un grand moyen, justement, pour affiner la vision de ce qui nous entoure, puis porter le regard vers le subtil. Je pense que tout ce qui est pratique, spirituelle ou occulte touche aux choses du subtil. L'alchimie a des méthodes opératives avec la matière directement pour être capable de parvenir à percevoir ce subtil-là. Donc, à travers ce que tu dis, quand que tu parles de pratique alchimique, est-ce que tu parles de pratique spirituelle? Parce que c'est quelque chose qui est très actuel présentement. On parle beaucoup d'alchimie spirituelle. Donc, on met des mots, on réfléchit d'une manière alchimique. Hein? C'est comme un adjectif qu'on utilise beaucoup. Fait qu'il y a cet aspect-là, mais je pense qu'il y a un aspect aussi pratique. Où est-ce que tu te situes avec ça? Forcément. En fait, même... de ce que je perçois de mes recherches, c'est une division qui est beaucoup plus actuelle de diviser une alchimie opérative et une alchimie purement spirituelle. Parce qu'en fait, au niveau des pratiques, avec les anciens, ça a toujours été lié. Les pratiques au laboratoire sont là pour nous apporter une pratique spirituelle. Puis tous ces travaux-là nous amènent à comprendre aussi que comment la nature fonctionne. On fonctionne comme ça, nous aussi, en tant que tel. Fait que pour moi, il n'y a pas vraiment de division, mais l'alchimie spirituelle en tant que telle existe bien. Puis l'alchimie juste au laboratoire, sans spiritualité, n'existe pas vraiment. On pourrait appeler ça de la protochimie sinon. Donc l'alchimie au laboratoire est toujours liée avec la spiritualité. Fait qu'il y a des personnes qu'on pourrait dire qui vont pratiquer, c'est peut-être pas le mot juste, mais c'est parce qu'il y a le côté opératif que tu parles. Qui vont expérimenter. Qui vont expérimenter, mais juste d'un côté non matériel, dans le sens qu'ils n'auront pas un laboratoire chez eux. Exactement. Tu sais, parce qu'il y a beaucoup de livres qui parlent de ça. C'est un terme aussi qui devient un peu plus populaire. Donc, il y a des personnes qui peuvent pratiquer comme une alchimie spirituelle sans être opératif. Mais, comme tu dis, au contraire, quelqu'un qui est opératif, donc qui a un laboratoire chez lui ou chez elle, forcément va se retrouver à travailler le spirituel. S'il est dans des voies alchimiques, oui. Sinon, tu es dans une voie de chimie, tout simplement. Forcément. C'est très intéressant. Tu vois, il y a Alina qui parle, c'est ça qui a été interpellée par le terme animiste. Oui. Donc, tu penses, selon toi... J'explique plus un peu à ce niveau-là. Oui. Fait, c'est qu'on considère que toute la matière naturelle, pas celle qui a été dénaturée par l'homme. Fait que toute matière de base contient corps, âme et esprit. Les travaux d'alchimie ou de spagyrie, en fait, c'est même la définition du terme spagyrie, c'est séparer et rassembler. En fait, c'est qu'on sépare tout, on purifie et on rassemble. Donc, le corps, âme et esprit sont séparés, purifiés et rassemblés. Intéressant. Puis, donc, pour en venir à l'aspect animiste, c'est que tu penses qu'il y a une âme... Une âme et un esprit. Et un esprit dans chaque matière que tu travailles. Dans la voie minérale, végétale, animale ou humaine, bien évidemment. Oui. Donc, on se reconnaît un l'autre dans cet aspect parce qu'on n'a pas des pratiques... pour que vous en sachiez un petit peu plus sur l'aspect couple ici que vous avez. Moi, je ne pratique pas l'alchimie comme toi, tu la pratiques, mais le côté animiste est un côté quand même dans lequel on s'entend parce qu'il y a des choses qui... on ne peut pas s'entendre sur tout. Hein? On a beaucoup de discussions, on en a eu beaucoup, on en aura dans le futur, mais le côté animiste, c'est quelque chose sur laquelle on est d'accord. Oui, reste que la perception de la nature reste une chose variable, puis on est tous des êtres dotés de multiples prismes, je dirais, puis notre regard est porté vers un prisme ou un autre, donc c'est normal que par moment, sur la perception de comment la nature fonctionne, il peut y avoir des variantes. Mais sinon, même, j'aimerais dire que dès le départ de notre rencontre, j'ai tout de suite perçu au travers de tes travaux sur ton rapport aux travaux. C'est une des grandes parties en alchimie, c'est qu'on considère que l'expérimentateur a grande place dans l'expérience. C'est pour ça que, mettons qu'on fait 2 pas en arrière et qu'on revient sur le terme d'alchimie spirituelle,
tout pratiquant spirituel use d'alchimie spirituelle en quelque part. C'est pour ça que le terme est devenu populaire, je crois, maintenant. C'est un processus. On est tout un laboratoire, en somme, dans notre propre corps. Donc, c'est des processus que tout le monde utilise d'une certaine manière. Mais toi, au travers de tes travaux textiles, clairement, dès le départ, j'ai vu que tu avais un rapport avec la matière qui était très proche des travaux alchimiques. C'est d'autres choses qu'on peut voir aussi au travers de bien d'autres travaux là, qui ne sont pas nécessairement au laboratoire. Tout dépendamment du rapport qu'on a avec la matière, s'il y a vraiment un échange qui se fait, une consécration, il y a déjà quelque chose d'alchimique qui se passe. Intéressant. Puis si tu aurais une suggestion à faire pour quelqu'un qui voudrait faire un premier pas vers l'alchimie, qu'est-ce que tu dirais? Ben, c'est certain que pour les pas opératifs, passer par la spagyrie est plus simple que l'alchimie. Là, ça m'amène à vous faire une définition. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que la spagyrie? La spagyrie, c'est les travaux plus centrés sur les plantes. On sait plus ce qu'on entend. Par contre, je vous affirme qu'il y a une spagyrie minérale, aussi une spagyrie animale, etc. Les travaux les plus communs sont sur le monde végétal. La spagyrie a une approche plus médicinale de la chose, tandis que l'alchimie a une approche purement plus spirituelle. La spagyrie va travailler avec une multitude de matières, tandis que l'alchimie, le but est de faire la pierre philosophale, tout simplement. Mm-hmm. Et est-ce que tu veux nous dire si tu te considères plus spagyriste ou si tu travailles, parce que ça a l'air un peu, quand on parle de la pierre philosophale, c'est comme un mythe, c'est un peu comme Arthur et Merlin et tout ça. Donc, où est-ce que tu es, toi, là-dedans? J'ai commencé en tant que spagyriste, puis mes pratiques spagyriques continuent parce qu'il y a vraiment des choses intéressantes à découvrir au travers de ça. Puis les pratiques spagyriques au niveau opératif peuvent amener des clés sur les techniques qu'on peut se servir après ça dans la voie purement alchimique en tant que telle. Fait que pour répondre à ton autre question, oui, je conseille vraiment aux gens qui se sentent appelés vers le chemin de commencer vers une voie plus spagyrique. Déjà, si tu as la pratique des teintures mères chez toi, etc., tu as déjà un doigt dans la chose qui s'y approche. Donc, quelqu'un qui se considère herboriste, qui va travailler un peu les plantes d'une manière médicinale, aurait déjà un premier pas. Aurait déjà un premier pas. Pour moi, c'est un peu, justement, on peut revenir à parler des prismes. Il y a comme le point central, puis l'alchimie voit d'un certain prisme, puis l'herboristerie voit d'un autre prisme, le même sujet en tant que tel. Par contre, les pratiques herboristes peuvent venir proches de certaines pratiques alchimiques. Mm-hmm. Puis même, tu sais, moi qui est dans une voie de travail textile, on se retrouve à beaucoup parler de faire de pont entre les teintures naturelles. Ah oui. Puis tes travaux que tu fais au laboratoire. Oui, parce que je crois, de ce que je vois de tes teintures textiles, amène une manière aussi de révéler le subtil au travers de la matière, au travers des plantes, au travers des minéraux. Puis ça, c'est complètement lié avec l'approche alchimique, justement, de révéler le subtil dans les choses. Oui, c'est quelque chose qui m'a beaucoup impressionné dans notre relation. Ça a été de voir qu'on était capable d'avoir des grandes discussions sur des choses qui peuvent avoir l'air très opposées, justement, quand on parle de teinture naturelle, puis tes travaux spagyriques ou plus en lien avec... Mais encore là, sont opposés de surface, sont opposés de ce qu'on perçoit des yeux de la chair. Puis justement, les liens sont à ce qui sont imperceptibles par les yeux de la chair au monde subtil. Oui, même encore aujourd'hui, on en parlait un peu, puis j'avais donné justement un exemple par rapport à l'indigo, tu sais, qu'on a l'impression que rien se passe, mais il y a des choses qui se passent pas dans l'invisible, mais dans le non visible, on pourrait dire. Là. Oui, des choses qu'on ne peut pas voir, mais que ça... Ça fait partie des sujets avant l'épisode, justement, là, que certains procédés... Puis, en fait, c'est la même chose. Là. Tous les procédés alchimiques, comme je disais tantôt, réalisables à l'extérieur, sont réalisables à l'intérieur. Fait que pour aller plus loin sur la définition, puis comprendre la différence entre ce qui est purement une voie... alchimie spirituelle ou alchimie pratique, c'est qu'en alchimie spirituelle, on va lire les anciens livres hermétiques, etc., puis on va avoir des interprétations des méthodes à faire en dedans de nous. Lorsqu'on passe à la pratique au laboratoire, ces opérations-là, on les fait
directement, puis on se rend compte que ce qu'on fait avec la matière est réalisable aussi à l'intérieur de nous. Puis ça, c'est exactement le point qui lie nos pratiques à nous deux, justement. Oui, exactement. Donc, tu pratiques la chimie. Alors, tu as un laboratoire, n'est-ce pas? Effectivement, depuis quelques années maintenant. Est-ce que tu voudrais nous faire une image un peu, tu sais, qu'est-ce qu'il y a? Tu fais des distillations, est-ce que comment tu utilises, quel genre d'outils est-ce que tu utilises? Tu sais, pour nous faire imaginer un peu, on est à la radio. C'est sûr, de base, on imagine tout de suite les alambics, mais la distillation n'est qu'une partie des travaux en tant que telle. On a justement tous les vieux termes qu'on voit depuis longtemps, là, la digestion, sublimation, calcination, putréfaction, etc. Donc, ce n'est pas tout absolument qui se passe à l'alambic. Forcément, un laboratoire est empli de verreries. Mais comme je disais avant que je passe à mes pratiques justement opératives, j'ai souvent dit, montrez-moi votre hôtel et je vous dirai qui vous êtes. C'est la même chose au niveau du laboratoire. Pour moi, un laboratoire doit être empreint de l'âme de la personne en tant que telle. Donc forcément, le mien est très artistique, vu que je suis artiste de base. Ah, mon Dieu, on vient de perdre l'électricité. Ah, ben c'est... OK, ça vient de revenir. Ça l'a flashé. Ah, mon Dieu, ça repart. Bon. Excusez-nous, on est dans le complètement noir en ce moment. Il faut dire qu'il y a une bonne... je ne pourrais pas dire si en ce moment c'est une tempête, mais c'est une journée de grande pluie aujourd'hui. Donc, il y a plein de machines. Si tu veux aller fermer des machines ou n'hésite pas. OK, donc excusez ce petit soubresaut. 3 flashs. Hein? Est-ce que ça veut dire quelque chose? Mais c'est pas pire. Les batteries sont là qui nous sauvent un peu la mise. Peut-être que ça va avoir quelques soubresauts à cause de l'Internet puis du modem qui repart. Donc, toutes nos excuses pour ça. Pour en revenir, je voyais, c'est ça, Robert qui a parlé du laboratoire, donc je vais le lire pour les personnes qui sont peut-être pas sur le chat. Donc, Robert qui explique un peu au niveau du laboratoire, c'est justement un mot, le mot laboratoire qui nous vient des alchimistes formés sur le latin laborare, travailler, et ora, prier. Donc, le laboratoire, c'est l'endroit où l'on travaillait et où l'on priait. Exactement. Et d'ailleurs, au-dessus de mon espace de distillation, il y a une plaque notée « Ora elabora », qui est une phrase très utilisée en alchimie, justement, pour la partie oratoire et la partie de travail. C'est une phrase qui démontre un peu, justement, la partie subtile et la partie de travail en la matière aussi. Mm-hmm. Oui, et il y a un côté très artistique aussi à ton espace parce que j'ai la grande joie de pouvoir de la regarder. Donc, on peut noter aussi qu'il y a beaucoup de gravures et qu'il y a beaucoup de symbolisme dans l'alchimie. Donc ça, ce sera peut-être un sujet à aborder pour la prochaine saison. On dit que la pratique de l'alchimie n'est pas une technique, mais est un art, justement, et forcément, c'est quelque chose qui a eu énormément de gravures. J'irais même jusqu'à dire que les gravures alchimiques ont probablement eu une influence sur le mouvement surréaliste, etc. Fait que je crois que oui, il y aurait un sujet à exploiter parce qu'il y a énormément d'imagerie au travers de tout ça, très spécifique, beaucoup de symbolisme qui fait virevolter l'imagination. Oui, tout à fait. Autant quand que je t'ai rencontré, j'étais très profane que maintenant, je regarde des images puis il y a des choses que je comprends que tu m'as expliquées. Puis ça, je suis très reconnaissante donc de pouvoir expliquer un peu ces choses-là. Le côté symbolique, hein, c'est quelque chose dans la spiritualité, dans nos pratiques païennes qui sont très importantes. Et il y a une belle richesse au niveau de l'alchimie à ce niveau-là. Donc, de se remémorer ces clés-là. Tu sais, ça fait partie d'un égrégore aussi. Hein. C'est des images qui ont été utilisées, c'est des symboles. Tu sais, il y a certains animaux, il y a certains, tu sais, des trucs, des symboles alchimiques, tu sais, comme juste, exemple, le symbole du soleil ou le symbole des planètes. Les symboles planétaires sont très utilisés. La partie Exactement. astrologique, comme on a parlé
maintes fois et utilisé de façon différente, un peu que les astrologistes standards. On ne fonctionne pas nécessairement avec des cartes du ciel, etc. Mais par contre, oui, les signes planétaires, signes astrologiques sont très, très présents. Comme tu dis, les animaux sont très présents, signes de nature, etc. Puis je souligne aussi, pour les personnes qui voudraient mettre un doigt dans la voie, etc., que c'est pas important de tout comprendre au départ. Feuilleter un grimoire alchimique, dont certains qui ne sont que pratiquement que d'images, comme le Mutus Liber, qui de base n'avait pas d'écrit. C'est un voyage, puis c'est une façon que ça travaille dans notre inconscient. On peut passer parfois des années à feuilleter ces choses-là, à les méditer sans comprendre les symboliques tout de suite, mais il y a un travail qui se fait au niveau de l'inconscient qui est important, justement. Ça me ramène un peu à ce que je parlais un peu dans la première heure. Donc, l'alchimie touche aussi cet aspect de lenteur. Hein, parce que moi, je te vois travailler avec certaines matières, puis je me rappelle dans nos premières rencontres, tu travaillais, je peux probablement le dire, la pierre de lavande, tu permets? Oui, ça, il n'y a pas de problème. Ça faisait, oui, je dois faire attention à quoi qu'on parle. Il y a quand même des secrets d'alchimistes qu'on doit préserver par respect. Donc, c'est ça, la pierre de lavande, que je pense que ça faisait déjà comme 2 ans au moins que tu travaillais. Oui, c'est ça, puis que tu as continué même à travailler ici. Il me semble. Donc, des fois, c'est des années. Ça varie chez les pratiquants, puis c'est un grand paradoxe dans la voie parce qu'avec les années, on entend beaucoup dire que l'alchimie est là pour parfaire la nature, donc faire le travail de la nature puis l'accélérer. C'est vrai en un sens. Par contre, la nature travaille très tranquillement. Donc, même pour nous, l'accélérer demande une certaine lenteur, une certaine patience. Exactement. Donc, ça touche encore une fois à cet aspect, je pense que je ne dirai jamais assez, cet aspect de lenteur, de respecter le rythme de la nature. C'est ça, il y a des choses qu'on ne peut pas aller plus vite que... Il y a un aspect très logique à ça. Encore une fois, je reviens sur le fait de tout ce qui est spirituel ou occulte touche aux choses du subtil. Forcément, en prenant notre temps, on a l'occasion de mieux percevoir ce qui est subtil. Lorsqu'on est pressé puis trop dans le mouvement, forcément qu'on perd certaines perceptions. Il y a des choses, il y a des choses qu'on rate, là. Ou du fait de ne pas vraiment s'en occuper. Il y a des choses qu'on va passer à côté aussi. Ça nous fait mettre le doigt sur une chose extrêmement importante dans la voie alchimique, qui est justement dite de voie du milieu. C'est cet équilibre-là. Cet équilibre entre la lenteur, mais tout de même faire. Vigilante. Oui. C'est ça, tu laisses les choses aller, mais en restant observateur, en sachant quand... Mais il y a quand même un travail entrepris, c'est ça, exactement. Ben oui, exactement. Il faut mettre la main à la pâte, mais il faut respecter cette lenteur-là tout en ayant la main à la pâte. Exactement. Puis je trouvais aussi qu'il y avait un aspect intéressant qu'on a parlé juste un peu avant l'émission, hein, s'il y aurait quelque chose à entamer ou un espèce de prérequis pour mettre le petit doigt dans l'aspect alchimique. Tu parlais de cuisiner. Oui, effectivement. De plus en plus, ça devient... ça a toujours été lié, en fait. Puis, généralement, il y a des opérations alchimiques qui sont tellement longues que, à moins que tu décides de te faire des jeûnes, tu n'as pas le choix de cuisiner en même temps que tu fais des pratiques alchimiques. Puis les gens définissent l'alchimie de façon bien, bien différente, surtout au niveau de qu'est-ce que ça prend pour commencer, etc. Puis de plus en plus, c'est ça, je me rends compte qu'il y a vraiment énormément de liens. Comme je te disais tantôt, c'est certain que cuisiner en suivant un livre de recettes à la lettre, là, c'est une technique, c'est plus un art, donc on s'éloigne un peu d'alchimie. Quoique certaines personnes peuvent œuvrer comme ça aussi au niveau de l'alchimie, mais c'est beaucoup plus gratifiant se trouver et développer sa propre façon de faire. C'est la même chose justement au niveau artistique. Hein? Si tu veux apprendre à faire des belles peintures, tu apprends une technique de base, mais après ça, cette technique-là, tu la développes à ta propre façon pour te l'approprier. Exactement. Ça te donne une base, puis après ça, quand que tu t'essaies par toi-même, mais là, tu vas développer ton intuition, tes impressions, tu vas goûter aux choses que tu fais, puis ça me prend un petit peu plus de ça, un petit peu plus de ça. Ça, la technique n'est qu'un outil qui permet après d'aller faire, de développer. Fait que donc,
c'est la même chose au niveau de la cuisine. Quelqu'un qui cuisine puis qui est connecté avec sa matière, qui regarde les températures, qui se fie aux odeurs, etc., tu tombes vraiment dans un mode alchimique quelque part. Donc, tu sais, je vous parlais de fermentation en première heure, puis je vous en ai parlé dans les autres émissions, parce que je suis vraiment là-dedans. Bien, ça revient un peu à ça, parce que veut pas, c'est un aspect culinaire, parce que c'est quelque chose qu'on boit, veut pas, mais c'est quelque chose qu'on a décidé de pratiquer ensemble aussi au travers de ça, puis ça l'affine davantage encore plus ce côté intuitif-là, parce que la fermentation, il faut vraiment l'observer puis attendre de bons moments. Il ne faut pas passer tout droit non plus. Fait que ça vient toucher un peu à tous ces aspects-là qu'on parle pour la pratique de d'autres arts. J'ai personnellement grande admiration envers les gens qui ont ce niveau d'intuition si élevé. Je t'en parlais récemment au niveau d'artisanat dans d'autres sphères complètement. Au niveau d'un documentaire que j'avais écouté à propos des sabres japonais. Puis je voyais que ceux qui font la cuisson des métaux ne se servent pas de thermomètre, etc. Ils vont au feeling, puis je me rendais compte qu'avec le temps, ils ont fini par voir juste au niveau du charbon, savent environ vers quel degré de température sont. J'ai beaucoup de respect pour les personnes qui, au travers de leur art, de leur artisanat, de leur pratique magique, réussissent à développer ce niveau d'intuition-là. Pour moi, quand tu atteins ce niveau-là, c'est que forcément, tu es plus à l'écoute des choses subtiles. J'ai un ami forgeron qui me parlait justement de l'observation de la flamme. Que, tu sais, quand il va atteindre un certain degré, à l'intérieur, c'est ça, qu'est-ce que tu vas voir dans le cœur du feu, où la flamme, sa couleur, ça va changer. Ça, donc, c'est parfois des mini-variantes, j'imagine, mais qui restent perceptibles puis qui donnent une idée, justement, au niveau, justement, plus subtil de l'esprit, de l'élément, ou etc. Oui, tout à fait. Donc, il y a Lysia qui disait, en cuisine, je fais souvent à l'aveuglette. J'ai la recette, mais il me manque toujours un ingrédient, alors j'improvise. L'art d'improviser, il ne faut pas prendre ça à la légère. Tu sais, il y a des fois, il y a des compétences comme ça qu'on pense que tout le monde a, puis on s'aperçoit qu'il y a des gens qui l'ont pas. Ça peut paraître bien banal au niveau de la cuisine, mais pour moi, même, c'est un moyen d'affiner sa perception sur le subtil. Exactement. Donc, Lysia, c'est une super compétence que tu as de savoir quoi prendre pour interchanger puis que ça goûte aussi bon et des fois faire des découvertes. Des fois, ça marche, des fois que ça marche moins, c'est comme moi, mon souper est correct, mais il n'est pas à la hauteur de ce que j'espérais. Mais dans ce temps-là, on a appris puis on sait qu'on ne le refera plus. Je trouve ça cocasse parce que c'est des choses qui montent. On attend toutes des techniques, des recettes magiques pour changer ou quoi que ce soit, ou pour s'améliorer en tant que personne ou pour développer justement nos perceptions, etc. Puis au travers de discussions comme on a en ce moment, on se rend compte qu'une chose aussi simple comme cuisiner, qu'on faut faire environ 3 fois par jour, peut être un outil pour affiner notre perception sur le subtil, puis ça peut nous aider au travers de notre cheminement spirituel même. Exactement, parce que tu peux aller au plus loin, puis tu sais, réfléchir à comment tu te nourris, puis avec quoi, le temps que tu y mets, puis après ça, quand que tu te nourris avec ça, de le faire en conscience, tu sais. C'est beaucoup plus consacré, puis comme je dis, tu es beaucoup plus consciente de la partie subtile des choses. Tu sais, c'est bien beau, tu peux comme être super calé en haute magie, etc., faire de gros rituels bien laborieux, mais si tu sens pas le subtil, il se passera pas grand-chose. Oui, c'est ça. Si tu vois pas les signes qu'il y a autour de toi, si tu passes ton temps à t'obstiner avec les gens autour de toi, tu sais, que tu es comme un peu caroleur, que tu sais, il y a quelque chose que tu passes à côté. Là, pour ceux qui travaillent avec les esprits, avec les entités, avec les divinités, tu sais, si tu attends de voir une matérialisation physique, ça va te prendre beaucoup de travaux, tandis que si tu sais percevoir le subtil, tu as déjà comme un avancé, je crois, pour avoir des contacts. Oui, moi, ça m'amène à ce côté-là, justement, la subtilité des choses. Pour moi, c'est un langage. C'est exactement ce que je m'en allais dire. En fait, l'alchimie nous démontre qu'on peut communiquer avec la matière. C'est la même chose quand on se fait souper. C'est ça.
j'ai comme un soubresaut dans mon cerveau parce qu'un peu avant l'émission, je voyais, c'est complètement pas dans le sujet, mais je trouvais ça très beau. Donc, je vous le dis, sur Instagram, je voyais passer quelqu'un qui interagit avec un orque. Donc, ouais, avec un orque. Puis, ils se sont aperçus que l'orque essayait de dire les mots de l'humain. T'sais, je pense que l'orque s'appelait Amy, puis là, la personne, elle nous disait « Amy », puis t'entendais l'orque, il n'est pas capable de parler comme nous, mais il était capable de faire des sons qui se rapprochent. Puis, tu sais, plus ça va, puis plus la science se rend compte que, ben c'est ça, les animaux, tu sais, c'est ça, les langages on est capable d'aller toucher au langage de l'autre, puis on dirait que c'est juste là qu'on s'aperçoit qu'ils sont intelligents, tu sais. Il y a une autre affaire aussi que j'ai vu passer lors de la dernière éclipse. Il y a des chercheurs qui étudiaient un bosquet d'arbres, puis on avait des plus vieux, puis des plus jeunes, puis tout ça. Puis, en tout cas, une petite partie de forêt. Puis, 14 heures avant l'éclipse, c'était une éclipse totale, partielle, ben, ils ont vu qu'il y a eu un changement dans les capteurs, dans ce que les arbres envoyaient entre eux. Et sont venus à la conclusion que les vieux arbres, parce que c'est eux autres qui émettaient, avertissaient les plus jeunes qu'il allait avoir un changement majeur durant la journée. C'est une erreur un peu humaine, justement, de chercher la conscience à notre niveau de conscience, de chercher la communication à notre niveau de communication. Tu parles de végétaux, ça me fait penser, justement, il y a un artiste canadien qui a parti un peu la mode. C'est sûr que tout le monde a vu ça sur les internets. Les gens qui font de la musique ambiante, expérimentale avec des végétaux. Les champignons. Les champignons, etc. J'ai appris cette semaine, en fait, que cette mode-là est partie d'un Canadien. Ah oui? En tant que tel, puis expliquait justement que les végétaux échangent, ont un langage pas perceptible par l'humain. Ces machines électroniques-là permettent de convertir les vibrations, les trucs électromagnétiques, etc., permettent de convertir le langage végétal en son audible pour nous. Ouais. C'est donc une autre manière de voir que définitivement, il y a une communication. Oui. Il y avait une petite vidéo qui était passée justement où est-ce que la personne, elle mettait ces capteurs-là sur plusieurs sortes de végétaux différents. Elle fait ça, mettons, sur un champignon, sur un arbre, puis sur une plante. Puis, chacun avait vraiment des sons différents, là. Le petit champignon, c'était vraiment des petits... Puis l'arbre, c'était comme un peu plus lent. Puis comme que j'explique, ces machines-là, en fait, vont changer les sons pour qu'ils soient audibles pour nous, mais on voit tout de même qu'il y a une différence, justement. C'est ça, c'est la différence. Fait que, même un champignon, ça ne veut pas dire qu'il se fait comprendre par un arbre, puis vice-versa. Chaque être vivant a son langage. Juste nous autres, les humains, il y a combien de langues différentes? On ne se comprend pas toutes. Effectivement. Là, par contre, les gens qui font ces expériences-là, justement, avec l'artiste canadien que je parlais, malheureusement, je ne me rappelle pas de son nom, peut-être Maggie vous l'enverra là, après, etc. Lui fait des séances, justement, en forêt, pour faire écouter sa musique ambiante. Il fait la musique directement sur le moment. Les gens vont beaucoup le voir pour atteindre une certaine reconnexion avec la nature. Fait que le fait d'écouter ces chants-là des végétaux amène... Ça montre à quel point, encore une fois, qu'il y a un dialogue qui se passe, il y a un échange. Puis qu'il y a des gens qui en ressentent le besoin. Là, on a l'air loin, mais en quelque part, on parle encore d'alchimie. Oui. Alina qui parle justement de la découverte de la cristallisation de l'eau à travers les différentes vibrations. Oui, ben oui. L'eau, c'est un très, très grand sujet qui est peu exploité par la science en ce moment pour des raisons malheureusement pas superbe, mais l'eau, c'est quelque chose de tellement complexe. Moi, personnellement, je suis convaincu que l'eau a une mémoire, que c'est une des choses, une des plus grandes mémoires au niveau naturel qu'on peut trouver. Fait que oui, c'est super intéressant de voir la différence, justement, des cristallisations à ce niveau-là. L'eau, c'est vraiment un mercure en tant que tel. Ça passe un message, puis ça prend les messages qu'on lui donne. Les cristallisations sont un des moyens que
que ça soit perceptible à l'œil. Oui, ben je peux dire que c'est quelque chose que tu travailles, que je te vois travailler. Des cristallisations, oui. Mo vient me voir parfois un peu comme un enfant, hein, parce qu'il faut être curieux comme un enfant pour faire tout ça, veut pas, puis il vient me montrer justement ces cristallisations. Moi, je vais lui montrer mes petits bouts de textile que j'ai fait. Il vient montrer ses cristallisations. Donc, le côté enfant curieux est très important au travers de la spiritualité. On ne dira jamais assez. On dit beaucoup dans l'alchimie que c'est toujours lié avec un travail de femme puis un état d'enfant, justement. Ça peut être mal perçu parfois, mais le travail de femme est au niveau de cette douceur et de cette lenteur, je dirais. Ah. T'es artiste au niveau de la musique aussi, donc j'avais envie de vous parler d'une personne très importante au Québec. Faisons une petite chronique actualité. Puis c'est ça, il y a une personne très importante au Québec qui est décédée le mardi passé. Puis j'avais envie de vous en parler un peu parce que cette personne-là, justement, à travers de son art, a touché à quelque chose. Et si c'est une personne dont l'œuvre peut vous interpeller, eh bien, tant mieux. Personne qui était populaire, même au niveau de la France, mais plus dans les années 70. Tout à fait. Donc, il y a eu, c'est ça, mardi passé, journée de la Saint-Jean-Baptiste de la Fête nationale du Québec. Monsieur Serge Fiori nous a quittés après une longue maladie. Serge Fiori est, on pourrait dire, le chanteur, compositeur, interprète. Oui, c'est ça, du groupe Harmonium. Et ce groupe-là, dans les années 70, ont fait 3 albums. Sont devenus vraiment très populaires, sont allés jouer aussi en Europe, d'ailleurs. Ont fait aussi les premières parties de Supertramp, rien de moins. Sont allés jouer aussi en Californie. Bref. Le deuxième album est encore dans le palmarès des meilleurs albums de tous les temps, rock progressif, provenant de la revue Rolling Stone. Donc très prestigieux. Ouais. C'est d'ailleurs le seul album où ça chante en français dessus, dans ce palmarès. Ouais. En plus, donc il faut le faire. Alors, tu l'as dit, hein, rock progressif, surtout dans le 2e et 3e album. Le premier qui sera un petit peu plus de type folk. Ouais, même personnellement, je trouve que c'est teinté de folk tout le long. Oui, mais oui, un aspect un peu expérimental, donc on amène ça dans le progressif. Oui, tout à fait. Merci, Alina. Oui, c'est ça, Monsieur Fiori. Donc, c'est ça, j'hésitais à voir si je mettais une pièce de Monsieur Fiori en milieu d'émission, mais c'est qu'en même temps, il y a beaucoup de pièces qui sont très longues et j'avais pas envie de vous partager nécessairement ce qui est sur le premier album parce que j'ai regardé sur YouTube, on peut trouver, je ne sais pas si en France vous pourrez le trouver, mais il y a quand même un biopic, comme c'est une petite série qui a été faite. Oui, qui n'a pas été appréciée par le groupe nécessairement pour certaines choses, au niveau du talent, acting, etc. Mais pour l'historique, ça peut être intéressant par contre. Tout à fait. Donc, peut-être que vous serez capable de le trouver sur YouTube. Sinon, d'une manière ou d'une autre, je veux dire, tu as des documentaires sur l'histoire du groupe, etc., là, de trouvables. Oui, exactement. Donc, c'est ça, je n'avais pas envie de présenter une pièce du premier album. Le premier album est excellent. Mais en même temps, quand on prend connaissance de l'ampleur de l'œuvre, quand on veut présenter Harmonium, c'est peut-être pas nécessairement les pièces du premier album qu'on a envie de présenter, mais c'est plutôt l'œuvre vers la fin où est-ce que se sont investis corps et âme. Le deuxième et troisième album avaient atteint une profondeur de plus, qui amène à dire un peu pourquoi parler de M. Fiori, justement. C'est ça, pourquoi parler de M. Fiori? Parce que c'est ça. Donc, le premier album s'appelle Harmonium, donc comme éponyme du groupe All Good. Mais après ça, le deuxième album, c'est un concept. Si on avait besoin d'une 5e saison. Juste le titre. Pour moi, qui est définitivement très alchimique, qui ramène à la quintessence, justement. Oui, c'est ça, quintessence, qui a un lien avec le chiffre 5. Donc, c'est ça, si on avait besoin d'une 5e saison. Et le dernier album, qui s'appelle L'Épitade,
L'épithète qui signifie groupe de 7 choses ou personnes. Ça avait un lien avec une assemblée des 7 sages dans l'Antiquité. J'ai essayé d'aller chercher plus de renseignements là-dessus ce matin, puis c'est très difficile parce que ce mot-là est tellement lié à harmonium que c'est difficile de trouver plus de renseignements. Le terme provient de l'ancienne mystique des Rose-Croix. Harmonium ont trouvé le terme au travers d'ouvrages rosicruciens, même s'ils n'étaient pas rosicruciens eux-mêmes, mais comme on voit justement à partir du 2e album et 3e album, il y a quelque chose de spécial qui s'est passé. Il y a quelque chose au niveau spirituel qui est arrivé là, dans la conception de ces albums. Oui, exactement. Puis on découvre au travers du biopic d'ailleurs aussi que M. Fiori, peut-être plus que c'est... Ben non, M. Normando aussi, avec qui créait beaucoup. Là, oui, c'est vrai, Normando était très connecté. Il était très connecté spirituellement. Et pour dire... pour ramener ça au côté spirituel, quand que l'épithète est sortie, Serge Fiori là, retrouvait des gens qui venaient camper sur son terrain et qui le prenaient comme un gourou. Mais il n'y avait rien de gourou, là. Mais les gens là, voulaient absolument aller lui serrer la main, puis c'était comme... Ils attendaient comme qu'est-ce qu'il allait leur dire, tu sais. Mais... Au travers de ça, puis, tu sais, M. Fiori a eu beaucoup de mal-être par rapport à ça, parce que lui, en fait, sa magie, c'était de se connecter à la musique, puis ce qu'il avait à dire, c'était dans sa musique. Fait qu'une fois que tout ça était traversé, parce que c'était vraiment quand même... Tu sais, c'était pas toujours le fun, là. Tu sais, de ce qu'on a vu, c'était très... Ouais, c'est des gens qui se donnaient cœur et âme pour leur propre création. Ils ont réussi à se mettre dans des états de canal vraiment extrêmes. Tout à fait. Donc, ça peut être très déroutant après quand tu retombes sur tes pieds. Exactement. Puis une fois, tu sais, lui, son don, c'était la musique. Donc, quand il sortait de cette bulle-là, de son œuvre, ben là, les gens, ils venaient le voir parce qu'il veut pas, il percevait il percevait ça dans sa musique. Mais lui, c'était comme, ben ma job est faite, là. Ça veut dire que les gens attendaient quelque chose de plus de lui qu'il ne pouvait pas donner en dehors de ses créations musicales. Oui, c'est ça. Donc, de là qu'on avait envie d'en parler parce qu'il y a un côté, justement, très spirituel. Puis, c'est des gens qui n'ont peut-être pas eu une voie de pratique précise dans leur pratique spirituelle en tant que telle, mais c'est des gens qui se sont servis du vecteur de la création qui, pour moi, création est directement liée avec magie. Exactement, tout à fait. Puis après la dissolution d'Harmonium, ben, tu sais, M. Fiori, lui, a déménagé aux États-Unis puis est allé étudier la spiritualité, des aspects spirituels pour lui dans sa vie personnelle, mais jamais dans une optique de gourou. Mais c'est ça, donc je vous invite à aller écouter son œuvre. Moi, je me suis replongée dedans. Ben, c'est ça, on a écouté son biopic. Musique très douce, très englobante, comme lui-même dirait. Il a souvent comparé ça un peu à une doudou, une couverture. Ouais. On se sent cagelé lorsqu'on écoute Harmonium, même si par moments, ça peut aller dans des sphères un peu plus tristes, etc. Mais c'est tellement pur comme sentiment que ça vient du chaud cœur. Il y a quelque chose de beau, ouais. On sent le côté spirituel. Tu sais, quand j'écoute ça, je comprends pourquoi il y a des gens qui ont été touchés à ce point-là, dans ces années-là. Puis, une autre affaire, j'avais envie de dire... Ah oui, ben c'est ça, veux pas, M. Fiori, hein, il a un bel accent québécois. Donc, vous aurez peut-être des petites... des expressions québécoises qui seront peut-être moins claires pour vous. Si jamais il y en a qui accrochent moins sur l'aspect vocal... ils ont tout de même fait une superbe pièce de 22 minutes sur le 2e album qui s'appelle Une histoire sans mots. Oui. Qui est vraiment une pièce magistrale que, comme je dis, si jamais vous accrochez pas à l'aspect vocal de la chose, je vous conseille tout de même d'aller jeter un œil sur cette pièce-là. Mm-hmm. Alors, Alina, oui, le lien que je t'ai envoyé sur YouTube, il passe pas en France, mais dans ce cas-là, si vous cherchez Harmonium, c'est sûr que vous allez quand même le trouver. Si vous êtes abonné à Spotify, peut-être, vous allez le trouver aussi.
C'est sûr que c'est sur Internet quelque part. Mais oui, c'est vrai qu'on a comme sur YouTube, il y a des choses qui passent pas là, entre Europe et Canada. Si vous êtes chanceux, vous allez peut-être trouver des vinyles en brocante, etc. Comme je dis, ils ont quand même été dans votre pays assez régulièrement dans les années 70. Tout à fait. Donc, c'est ça. Petit hommage à M. Fiori, un des grands on pourrait dire, c'est comme, je ne sais même pas s'il y aurait un équivalent en France pour ce que je connais pas assez Fiori la musique populaire française, malheureusement, à ce niveau-là. Ce que je peux dire, en tout cas, puis comme j'ai dit dans ce que j'avais partagé à sa mort, M. Fiori a réussi à faire passer des principes spirituels à des gens complètement profanes ici. Mm-hmm. C'est très rare. Tout à fait. C'est un acte magique en somme pour moi. Tout à fait. Donc, nous arrivons au terme de ces 2 heures déjà, mais il reste un gros 6 minutes. 6 minutes pour se dire au revoir. Donc, on arrive au terme de cette 2e année d'émission. Comme je l'ai dit un peu avant, on va être là pour l'année prochaine aussi. En présence aussi de Mo qui va nous accompagner pour des chroniques. Ce sera sur l'aspect comme un petit format chronique au travers de l'émission. On verra. Glisser quelques fois parmi vous avec grand plaisir. Tout à fait. Donc, samedi le 27 septembre, super, je prends note. Puis, donc, merci de nous avoir accompagnés durant tous ces samedis, d'avoir été là sur le chat, de nous avoir écrit. Ça a été une autre année vraiment chouette. Je vous fais un coucou de la part de Kat. Elle espérait pouvoir venir dire un bonjour, mais c'est ça. En étant sur la route, là, les réseaux Internet sont toujours incertains. Donc, je vous fais la bise pour elle. Et elle sera avec moi l'année prochaine aussi. Donc, notre petite équipe s'agrandit tout doucement. Si vous avez, quoi que ce soit, je pense qu'on peut recevoir des messages par courriel, trucs comme ça, là, au travers de Radio Antasia. Donc, si vous avez, des commentaires, des suggestions, n'hésitez pas à nous écrire. Ça va nous faire plaisir de vous lire. Je vous souhaite un magnifique été. Faites quelque chose de nouveau pour vous faire du bien. Pensez à vous. Ça passe tellement vite. Donc, n'hésitez pas. Prenez soin de vous. Profitez de l'été. Ça passe, c'est ça, comme je dis, ça passe si vite. Si vous mangez des fraises, pensez à moi. Puis sinon, merci Alina, tu as mis le lien. C'est ça, pour qu'on puisse recevoir des messages. Ça va nous faire plaisir de vous lire. Et c'est ça. Je vous souhaite un bel été. Merci, Alina, pour cet espace sacré. C'est un vrai plaisir. Voulais-tu dire un petit quelque chose? C'est à moi que tu parles? Ben oui, ma belle Alina. Alors déjà, moi, je tenais vraiment à te remercier, Maggie Kat, pour cette superbe saison. Effectivement, c'est la saison 2. Tu as commencé la saison 1 seule. Ensuite, pour la saison 2, tu as proposé à Kat, donc avec qui tu es demoiselle chez Demoiselle Étrange, de te rejoindre. Donc, ça a fait un joli duo, donc solo, duo. Et là, pour cette saison 3, c'est marrant, 1, 2, 3. Là, ce sera un joli trio avec des sujets magnifiques. Et en plus, quand on entend le mot de l'émission, l'Observatoire en Scorpion, ça coule de source d'intégrer l'alchimie à l'intérieur. Et donc, ton ami Mo, effectivement. Ben oui. C'est le but. Merci. Je te souhaite une belle saison d'été. Alina, toi aussi, j'espère que tu vas te reposer parce que tu es dédiée. Tu es là à toutes les émissions de tout le monde. C'est ça. Tu navigues ça là, comme une vraie capitaine. Et c'est très apprécié que tu aies cet espace, que tu aies créé cet espace. Alors, gratitude tout plein pour toi et bon repos pour ce bel été qui s'en vient. Merci beaucoup, Maggie. Et je rebondis sur ce que tu dis. Je suis effectivement là souvent, mais en même temps, j'apprends tellement, mais tellement de vous tous. À chaque émission, on grandit, en fait.
Et là, de me dire que pour la saison 3, vous allez ouvrir le champ des possibles autour de tous ces sujets, ça va être juste magique. Vraiment, merci. Ouais, tellement. Bonne soirée à tous. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia.